Et yo tout le monde, c'est Chai, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la partie 2 du patient qui a failli me faire arrêter la médecine. J'ai pas pu attendre que la partie 1 sorte. En fait elle sort ce soir, au moment où je recorde la vidéo, et je sais absolument pas quels seront vos retours. Mais comme j'ai vraiment apprécié et que je suis sûr que ça va vous plaire, je m'avance et je vous fais les parties qui arrivent. Alors j'espère que ça va vous plaire autant que la première, en espérant que la première vous ait plu. Et puis je vous souhaite un bon visionnage. Mettez-vous dans l'ambiance avec de quoi vous sustenter, de quoi vous tenir chaud, une couette, votre main droite ou votre main gauche à votre guise. Mettez-vous surtout dans le noir et surtout n'oubliez pas le petit commentaire et le petit like si ça vous a plu. Et c'est parti pour cette partie 2 du patient qui a failli me faire arrêter la médecine. Vous savez, j'ai sous-estimé à quel point il serait difficile d'écrire tout cela, même si le fait que vous semblez tous si prêts à y croire, et même spéculer sur ce qui se passait, est quelque peu réconfortant. J'ai lu vos commentaires, et même si je peux vous dire maintenant qu'aucun d'entre vous n'est sur le point de réaliser à quel point ce patient était dans la merde, c'est agréable de voir que les gens vont prendre une histoire comme celle-ci au sérieux. Il y a peut-être de l'espoir après tout. Enfin bref, où en étais-je ? Oh oui, le dossier de Joe, et le fait qu'il soit resté dans le noir pendant 4 ans. Eh bien en 1986, le dossier a recommencé. Il semble que les coupures budgétaires ont forcé le personnel à faire partager les chambres aux patients. C'est ainsi qu'une note du nouveau chef de la médecine, le Dr A, demandait au personnel de trouver des colocataires qui semblaient peu susceptibles de déclencher l'état de Joe, quel qu'il soit. De toute évidence, le personnel n'a pas réussi à le faire. La note de service suivante, qui contenait un contenu assez étrange, provenait également du Dr A et s'adressait au Dr G, que je connaissais en tant qu'actuel chef du service de médecine. Ça s'est passé comme ça. Note de service datée du 14 décembre 1986 du Dr A au Dr G. Je ne sais pas qui a eu l'idée de déplacer Philippe A dans la chambre de Monsieur Joe M, mais qui que ce soit, je veux qu'il soit viré. Mettre un homme adulte avec des problèmes de colère aussi graves dans une pièce avec un garçon qui a un besoin si puissant de pousser les gens à bout n'allait évidemment pas avoir un résultat positif. Il semble donc que nous ayons au moins un patient dans la famille pourrait porter plainte s'il découvrait ce que leur fils a vécu. J'en déduis que vous avez déjà entendu parler de Philippe qui a besoin d'un sédatif avant de pouvoir tenir sa promesse de tuer le putain de monstre. Je ne sais pas ce que ça va faire à l'état de Joe, mais je ne peux pas imaginer que ce sera positif. Après ce premier désastre, les dossiers indiquaient que Joe avait été jumelé à quelqu'un de à peu près son âge. Un garçon de 8 ans qui avait été admis pour schizophrénie désorganisée. Apparemment, le résultat était bien pire. Note de service datée du 16 décembre 1986. Dr A à Dr G. Notre assureur ne sera pas content si nous recevons plus d'incidents comme celui-ci avec William A. La seule bonne nouvelle, je suppose, c'est que l'autopsie ne montre aucun signe d'acte criminel. Je suppose que les tendances violentes de Joe ont dû être un peu atténuées. Mais même si l'autopsie nous absoudra absolument pas de tout blâme, je crains qu'un avocat ne le démasque devant un tribunal. À quand remonte la dernière fois qu'un enfant de 8 ans est mort d'insuffisance cardiaque ? Vérifier avec l'infirmière et prier qu'on n'ait pas donné à Will une dose trop forte de quelque chose. La colocataire suivante de Joe est une fille de 12 ans, qui avait été admise pour syndrome de stress post-traumatique à la suite d'un abus sexuel de la part de son père. Il y avait une note à côté de la nouvelle disposition des chambres demandant aux aides-soignants et aux infirmières d'examiner périodiquement les 2 patients, parce que la jeune fille avait apparemment tendance à devenir violente à la moindre provocation. Il se trouve que c'est elle qui bénéficiait de cette protection. Note de service datée du 18 décembre 1986 du Dr A à Dr G. Virez tous les infirmiers en service hier soir, sauf celui qui les a surpris. Je veux qu'il s'occupe de la salle. Vous prenez personnellement en charge le traitement de Nadia I. Seule une main experte sera capable de faire quoi que ce soit après ce que ce morveux a essayé de lui faire. Et au fait, trouve comment il a appris ça. Si les préposés aux bénéficiaires parlent de ce genre de choses au sujet des jeunes patients, ils doivent être congédiés et réprimandés. Les enfants de 10 ans ne peuvent développer de telles envies très tôt, surtout chez les garçons, mais ce n'est généralement pas des envies vers quoi que ce soit de spécifique.
En attendant, mettez des sangles dans la chambre de Joe M pour qu'il ne puisse plus jamais faire ça. Le dernier colocataire de Joe, qui a été tiré de la population générale des malades mentaux, était un adolescent drogué à la méthamphétamine, qui avait développé un grave trouble de la personnalité. Probablement parce qu'il aurait été facilement capable de maîtriser Joe si le garçon avait tenté de l'agresser. De plus, par mesure de précaution supplémentaire contre ce genre d'agression, les deux hommes ont été placés dans une pièce où ils pouvaient être retenus en permanence pour éviter qu'ils ne se fassent du mal. Cependant, cela ne s'est pas mieux passé. Note de service datée du 20 décembre 1986 du Dr A à Dr J. Tout d'abord, que quelqu'un s'occupe de nous trouver des sangles plus solides pour leur lit. Après ce qui s'est passé hier soir avec Claude Y et tout ce qui s'est passé la semaine dernière, nous allons devoir assurer au public que rien de tel ne se reproduira. De plus, demandez encore une fois aux préposés et aux bénéficiaires de faire le tour de la salle, parce que je suis honnêtement incrédule devant l'explication qu'ils nous donnent. Je me fiche de la paranoïa de Claude, il n'y a rien dans cette pièce qui pourrait lui faire assez peur pour qu'il mâche plusieurs lanières en cuir différentes et se jette par la fenêtre. D'une façon ou d'une autre, je veux savoir ce que cet enfant a fait pour que de tels incidents se produisent. Assigné à un préposé à l'ordre que vous voulez pour passer la nuit avec lui demain soir. Assure-toi que l'infirmière a tout ce qu'il faut pour se défendre. Taser, matraque, n'importe quoi. Traitez cette affaire comme un cas de patient atteint d'aliénation mentale et criminelle. Même si nous ne pouvons pas le prouver, qu'il s'est passé grand chose au-delà de cet incident de Nadia, mais vaut mieux être prudent. Oh, et demandez à l'aide-soignante d'emmener un magnétophone. Si ce petit bâtard respire, je veux qu'on puisse l'analyser. Il y avait un autre enregistrement indiquant où trouver la cassette audio, qui a apparemment résulté de cette commande. Je l'ai donc emporté. Il y avait une dernière communication du Dr A au sujet de Joe. Et j'y ai finalement trouvé au moins une réponse partielle. C'était une note manuscrite, apparemment préservée du Dr G. La voici. Chère Rose, je viens de parler à Franck. Je pense qu'il est juste de dire qu'il ne sera pas prêt pour le travail avant au moins 1 mois, vu l'état dans lequel il se trouve. Et vous savez quoi ? En fait, je vais le laisser prendre ce temps de congé comme maladie payée. Parce que c'est ma faute s'il est comme ça. On peut pas punir quelqu'un qui suit ses propres ordres. S'il ne va pas mieux quand ce sera fini, il faudra le garder ici, en tant que patient. Je suis également arrivé à la conclusion que Joe est, je suis sûr qu'on ne peut pas le guérir. Je ne pense même pas qu'on puisse le diagnostiquer. Ce n'est évidemment pas dans le DSM, et vu l'effet qu'il a sur les autres, je commence à douter que quelqu'un puisse le diagnostiquer. Vous savez quoi ? Je vais peut-être trop vite en besogne. Parlons d'abord de ce que Franck m'a dit. Il a dit que toute la nuit, Joe n'a pas arrêté de lui murmurer à l'oreille. Avec sa voix d'une manière gutturale et rauque, et il essayait toujours de rappeler à Franck les choses qu'il avait faites ensemble, comme s'il le connaissait de quelque part. Mais le truc, Rose, c'est que les choses que Joe essayait de rappeler à Franck, ce n'étaient que des cauchemars que Franck faisait quand il était enfant. Il m'a dit que c'était comme si les monstres dans ses cauchemars lui avaient murmuré toute la nuit à quel point il lui manquait de le poursuivre, de l'attraper et de le manger. Ça avait l'air bizarre. Comment un garçon aussi jeune pourrait-il savoir de quoi rêvait un infirmier de 40 ans ? Alors j'ai écouté la cassette. Et le truc, c'est que je ne peux tirer d'autres conclusions que celles qu'il a imaginées. Je n'ai pas entendu un seul son, et le microphone était à fond. De plus, Joe était retenu de l'autre côté de la pièce, donc s'il faisait un son assez fort pour que Franck puisse l'entendre, le micro l'aurait capté. Et je ne pense pas qu'il aurait pu le déguiser s'il n'avait pas été juste à côté de l'oreille de Franck et chuchoter, ce qui était évidemment impossible. Ce qui est encore plus bizarre, c'est qu'après un certain temps, j'ai commencé à entendre Franck respirer très fort, et sa respiration n'était pas normale. On aurait dit qu'il faisait de l'hyperventilation, comme s'il faisait une crise de panique. Mais j'ai écouté encore, et encore. Et le fait est qu'il n'y avait pas d'autre son. Pas du tout. Donc je n'ai aucune idée de ce dont Franck et Joe parlaient.
Je sais maintenant avec certitude, après cette séance et après celle que j'ai eue avec lui, que nous ne pouvons pas guérir Joe. Il faudra un meilleur médecin que moi pour le comprendre, et bonne chance pour en trouver un qui sera prêt à travailler dans ce trou à rats. Peut-être qu'il mourra ici, mais on ne peut rien faire. Rose, tu seras chef de médecine un jour. Nous le savons tous les deux. Nous en avons tous les deux longuement discuté. Je sais que vous serez tenté d'essayer de le soigner vous-même, mais s'il vous plaît, ne faites pas ça. Je ne veux pas que tu deviennes une épave nerveuse. Garde-le ici aux frais de ses parents et racontez-leur n'importe quelle histoire que vous pouvez raconter. Ils sont assez riches pour s'offrir une vie entière de soins. Même s'ils s'appauvrissent d'une façon ou d'une autre, trouvez de la place dans le budget. Je ne pourrais pas avoir ça sur la conscience. Et si je savais que je l'avais sous ma garde et qu'il s'en sortait pour causer des ennuis dans le monde réel, alors que je sais que nous avions échoué, je ne pourrais me le pardonner. Promets-moi, Rose. Signé Thomas. Après cette lettre, il n'y avait qu'un seul document officiel indiquant que toute thérapie avec Joe serait arrêtée. Il aurait donc sa propre chambre, mais auprès d'y être retenu 24 heures par jour, 7 jours par semaine. Seuls quelques préposés à l'infirmerie seraient autorisés à changer régulièrement ses draps, et seule l'infirmière la plus expérimentée serait chargée d'administrer les médicaments à Joe. Tout le personnel devait être encouragé à rester loin de lui. Il ne serait pas mentionné, sauf par le raccourci extrême indescriptible de son nom. De sorte que quiconque veuille en savoir plus ne saurait pas par où commencer. Bref, c'était tout ce que j'avais observé depuis mon arrivée sur mon lieu de travail. Même si j'avais été intrigué avant, je l'étais encore plus maintenant. C'est là que réside la possibilité de découvrir un trouble qui n'était pas encore documenté. Pas simplement une permutation de quelque chose déjà présenté dans le DSM, mais quelque chose d'entièrement nouveau. Et j'avais le patient zéro sous le toit de cet hôpital. Mon choix de résidence semblait maintenant presque un acte de Dieu. Il n'y avait plus qu'une chose à faire, écouter les bandes audio que j'ai vues référencer. Je suis immédiatement retourné voir le commis au dossier, je lui ai montré les numéros de dossier en espérant les obtenir assez rapidement. Cependant, à ma grande surprise, après avoir tapé les chiffres sur son ordinateur, son front s'est sillonné de confusion et il est retourné dans ses dossiers sans un mot. Une demi-heure plus tard, il revint, l'air encore plus confus. Il n'y a rien sous ces chiffres, fiston. Ça ne l'a jamais été. Es-tu sûr d'avoir écrit les bons numéros ? J'en étais presque certain, et de toute façon je ne pouvais pas risquer un autre voyage qui pourrait l'alerter sur le dossier sur lequel je travaillais. De plus, s'il avait déjà été là, il serait logique qu'ils aient été détruits ou retirés étant donné leur lien avec le plus grand patient à problème de l'hôpital. J'ai fait semblant d'avoir un sourire fatigué et j'ai secoué la tête devant la réponse du préposé au dossier. Quelqu'un a dû me faire une blague, j'ai dit. Désolé de vous avoir fait perdre votre temps. Au revoir. Je suis sorti discrètement de l'hôpital. Je ne voulais pas être vu de quelqu'un qui me demanderait ce que je faisais là pendant mon jour de congé. D'ailleurs, j'avais besoin de temps pour réfléchir à ce que le médecin avait dit avant de tenter de parler de son sujet. Que Joe avait commencé avec une sorte de trouble empathique était évident. Ce qui était déroutant, c'était à quel point c'était extrême. Son empathie émotionnelle, c'est-à-dire sa capacité à ressentir ce que ressentent les autres, était manifestement inexistante. S'il avait poussé des gens à se suicider et à essayer de violer une fille avant même de savoir ce qu'était le viol, c'est que forcément, elle était inexistante. Par contre, son empathie cognitive, c'est-à-dire sa capacité à reconnaître ce que les autres ressentaient, devait être incroyablement développée, presque surhumaine. Non seulement il pouvait repérer les insécurités d'une autre personne, mais il pouvait prédire avec une parfaite exactitude comment les exploiter afin de causer un maximum de détresse. C'était le genre de compétence à laquelle je m'attendais de la part d'un interrogateur de la CIA, et non pas de quelque chose qu'un jeune enfant avait développé spontanément. Plus surprenant encore était son changement apparent de tactique, juste après sa rencontre désastreuse avec le premier colocataire. Auparavant, les nombreux dossiers thérapeutiques indiquaient tous que son approche préférée était d'induire un sentiment de colère ou de haine de soi chez sa victime. Pourtant,
Immédiatement après, comme si son modus operandi avait changé à la va-vite, il s'était mis à introduire une peur si extrême qu'elle déclenchait une bagarre ou une réaction de fuite. Pourquoi ce changement d'approche soudain? Qu'est-il arrivé pour changer ses symptômes? En supposant que c'était lui qui avait déclenché ses sentiments de peur, le fait que la rencontre de l'infirmier avec lui n'ait révélé que le silence radio n'a fait qu'approfondir le casse-tête. J'ai regardé le dossier du premier colocataire. On a clairement laissé entendre que Joe avait été agressé. L'agression aurait-elle pu le rendre psychotique et catatonique? Je ne sais pas. Mais alors, comment expliquer l'agression sexuelle, évidente de la nuit suivante sur la jeune fille? Je savais que toutes ces questions tourmentaient les médecins, et ce depuis des années. De sorte que la perspective de résoudre en une seule nuit, sans même lui parler, était probablement impossible. Pourtant mon esprit les a écrasés encore et encore longtemps après que j'ai essayé de me blottir dans mon lit et de m'endormir. J'ai fini par m'assoupir. Ça n'a pas aidé, probablement à cause de la référence de l'expérience négative de l'infirmier. Un de mes cauchemars d'enfance a refait surface cette nuit-là. Je préférais rien en dire, mais ça a un rapport avec ce qui s'est passé plus tard. Alors je ferais mieux de vous expliquer. Quand j'avais 6 ans, mon chien Marty s'est noyé dans une rivière voisine. Nous étions allés jouer dans les environs, et dans un moment particulièrement exubérant, j'ai jeté le bâton si loin que je ne voyais pas où il était allé. Il se trouve qu'il avait atterri dans la rivière, et qu'il y avait eu une tempête de pluie la nuit précédente, de sorte que la rivière était particulièrement turbulente. Tout cela pour dire que, lorsque Marty a couru chercher le bâton, il fut emporté par le courant, s'est cogné la tête sur les rochers, et s'est noyé avant d'être repêché 2 ou 3 kilomètres en aval. Je savais que quelque chose n'allait pas quand il n'est pas revenu avec le bâton, et mes parents ont essayé de me protéger du pire. Cependant, quand ils ont amené le cadavre à la maison, j'ai pensé que je pouvais le ramener à la vie. Mon animal de compagnie d'enfance. Alors je me suis battu pour voir le corps. Je considérais toujours la vue du crâne saignant de Marty comme l'un de mes traumatismes d'enfance les plus intenses, bien que j'ai depuis fait la paix avec mon propre rôle dans sa mort. Ce n'était pas vrai au début, en tout cas, ça ne l'était probablement pas, et c'est probablement là que le cauchemar que je décris est entré en jeu. Dans le rêve, je me tenais au bord de la rivière avec Marty, mais c'était pas une rivière ordinaire. Au lieu de cela, elle prenait vie. Elle a commencé à essayer de me traîner vers le bas, avec de longs bras en forme de vagues tentaculaires. Dans le rêve, j'ai toujours réussi à me battre pour regagner le rivage, mais Marty n'a pas eu autant de chance. Et j'ai dû le regarder pagayer, lutter avec les tentacules qui l'étranglaient pour lui faire perdre la vie. J'avais envie d'intervenir et d'essayer de le sauver, mais comme c'est souvent le cas dans les rêves, ce que vous voulez faire et ce que le rêve vous laisse faire sont des choses différentes. Enfant, je me réveillais toujours en pleurant au moment où sa tête hirsute disparaissait sous l'eau. Mais la nuit après que j'ai trouvé le dossier de Joe, il y avait un autre détail qui m'a réveillé, et c'était ceci. Quand Marty a disparu, je pouvais entendre la rivière rire. C'était un bruit de gorge humide et profond qui semblait venir d'une gorge qui était en train de pourrir. Je pense que j'ai dû crier parce que la prochaine chose dont je me souviens, c'était que ma fiancée m'a secoué et m'a tenu éveillé. Heureusement, le rêve ne s'est reproduit cette nuit-là et je l'ai plus ou moins oublié à mon retour de l'hôpital, dans l'intention de voir s'il y avait un moyen d'obtenir une audience avec notre mystérieux patient. Cependant, en arrivant, une nouvelle distraction s'est présentée. Une foule s'était rassemblée autour de l'entrée principale de l'hôpital, dont plusieurs personnes dont les caméras et les microphones les identifiaient positivement comme des journalistes. Immédiatement curieux de ce qui se passait, je me suis frayé un chemin à travers la foule, pour voir une civière tenant un sac mortuaire être rechargée dans un fourgon de police. Maintenant à quai, j'ai scanné la foule à la recherche de tout visage que je pouvais reconnaître, et j'ai repéré un infirmier avec qui je travaillais dans la même salle. Je me suis précipité vers lui et lui ai demandé ce qui s'était passé. « Nessie est morte, m'a-t-il dit. Sa voix si creuse qu'on aurait dit qu'elle venait de millions de kilomètres. Il disait qu'elle s'était jetée du toit hier soir après avoir fait sa ronde. Personne ne sait pourquoi, mais une des patientes dit qu'elle l'a fait après avoir fini, tu sais, avec lui. »
Maintenant, tout aussi horrifié que mon homologue, je lui ai tenu la main et je l'ai serré dans mes bras, comme pour le rassurer de quelqu'un ou quelque chose. Il n'a pas réagi. Apparemment, le choc était encore trop fort. Note. Fin du creepypasta, c'est une note écrite par l'auteur. Nous nous rapprochons de ce dont j'ai vraiment du mal à parler. Alors mon rythme d'écriture va probablement ralentir. Enfin, toutes les parties sont sorties désormais, comme je vous l'ai dit, mais je bosse dessus pour vous sortir les parties au plus vite. Ça veut dire que j'ai un travail de traduction, plus le montage, plus l'upload, et il faut que je vous laisse le temps de voir les parties précédentes. Alors fin de cette partie 2, on commence à en apprendre de plus en plus sur ce fameux Joe. Et on en apprend aussi de plus en plus sur le docteur. Et au final, pour ceux qui ont suivi Blue, ça me rappelle énormément Blue, ce délire de rêve, enfin de justement, on passe du côté réel à côté fantastique un petit peu, puisqu'on passe soit dans les terreurs nocturnes, parce qu'apparemment il se réveille en criant, hein, ça se rapporte vachement aux terreurs nocturnes. On parle aussi de Joe qui arriverait apparemment à peut-être rentrer dans la tête des gens, hein, puisqu'on l'a vu, il viole une petite fille sans savoir ce qui s'est passé dans sa vie avant. Il arrive très bien à manipuler les gens, enfin à savoir quelles sont leurs peurs les plus profondes. Et puis là, sans même avoir vu Joe, ouais, le docteur commence à avoir peut-être des symptômes. Et ça, c'est inquiétant. Et on se rend compte aussi que juste après avoir parlé à Nessie, cette Nessie décède. Alors là, je pense que toutes les bases sont posées, que tous les éléments sont en notre possession. Et là, on est à 2 doigts de passer à la première rencontre entre Joe et le docteur. Et je pense que sur ces 9 parties-là, c'était peut-être une grosse introduction, mais les parties suivantes risquent d'être assez intéressantes, encore plus que les premières. Je pense que pour cette petite analyse est terminée, hein, vous avez écouté le creepypasta comme moi. J'espère qu'il vous a plu, n'oubliez pas de liker, commenter et partager comme d'habitude. Et puis j'attends forcément le retour du premier avec impatience, et si ça se passe bien, je vous sors les parties 3 le plus rapidement possible, la semaine d'après, la partie 4 encore l'après, peut-être 2 par semaine, enfin bref, ça dépend de vous tout simplement. Portez-vous bien, c'était H5, ciao tout le monde.